Merci de votre fidélité à votre émission Niwot Soir sur Niwot Info 1. Plus d'un mois après un coup d'État au Niger, l'armée française a commencé à discuter avec les militaires du retrait d'une partie de ses effectifs dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. La France, ce sont entre autres plusieurs bases militaires au Sahel, avec un effectif de quelques 1500 soldats au Niger. Mamadou Diouf, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le décryptage du jour. Bonsoir Charlotte. Jusqu'ici, Paris rejetait l'idée d'un départ de ces quelques 1500 soldats déployés au Niger, mais apparemment la donne a changé. Ben, la donne ne pouvait que changer. Je suis chez moi, je vous demande de quitter ma maison. Ben, on va peut-être discuter pour que vous puissiez préparer vos affaires, que vous partiez avec vos affaires, mais tant que je veux que tu quittes chez moi, tu n'as pas le choix, tu vas quitter. En fait, l'erreur a été faite des deux côtés. On a pris des positions extrêmement fortes, pour ne pas dire des positions extrêmes, sur une question, alors que avec les extrêmes, on ne parvient pas à avoir une solution. Il était clair que pour que la France quitte le Niger, il fallait y avoir une discussion, parce que c'est des militaires, ils ont du matériel, ils vont passer par où? Rien que ça pour sortir, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie que les Nigériens, parce que les gens l'oublient, ce n'est pas avec le coup d'État que les Nigériens se sont opposés à la présence de la France. Quand on faisait le redéploiement de ces militaires pour les amener au Niger, mais que les gens se rappellent que les Nigériens s'étaient opposés au convoi français. Il y a eu même mort d'homme au niveau des manifestations contre la présence de la France au niveau du Niger. Certaines organisations de la société civile ont souvent organisé également des marches qui ont été matées où on marchait contre la présence française. Ce n'est pas spécifique par rapport à ce coup d'État-là. Et ça, la France le savait. La France ne peut pas dire qu'elle ne savait pas qu'elle n'est pas la bienvenue, au moins au niveau d'une partie des populations du Niger, même s'il était la bienvenue au niveau de l'ancien président Bazoum, puisqu'il le disait tout haut, en commettant même de grosses erreurs en matière de communication, en marquant comment il était attaché à la France pendant que une partie de sa population rejetait la France. Donc c'est ces positions extrêmes qui amènent cela. Maintenant, malgré les positions extrêmes, mais le Niger a donné un délai. Je crois que le délai est dépassé et ils ne sont pas partis. Mais justement, La France dit au départ, on ne part pas. Ce n'est pas eux qui nous ont amenés, c'est Bazoum qui nous a amenés. amené. Mais finalement, ils s'apprêtent également à partir. Il faut éviter simplement ces positions extrêmes pour faire du spectacle, pour faire une communication qui après te retombe sur la figure. Hein. Et c'est ça qui arrive actuellement, aussi bien à la France qu'au Niger. Chacun a dit et chacun va se dédire. Et dans la zone, des soldats français sont déployés au Sahel depuis au moins 2013 pour appuyer les armées nationales dans la lutte contre le terrorisme. Et 10 ans plus tard, justement, pourquoi doivent-ils finalement quitter? En fait, il y a plusieurs raisons. La France a elle-même fait ce travail en disant, c'est Macron qui parlait, il faut tirer la leçon de ce qu'il appelait la longue présence militaire, en disant que la longue présence militaire finit par ressembler à une occupation du territoire. C'est Macron qui le disait. C'est lui-même qui le disait. Parce que n'oublions pas qu'ils sont arrivés avec Serval, en fait, pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme au niveau du Du Sahel. Sahel. Serval s'est muté en Barkhane 1, qui est devenu une sorte de Barkhane 2 après le sommet de Pau, où la France a revu déjà sa forme de collaboration avec les pays. Après Barkhane 2, on a essayé de mettre en place Takuba plutôt, qui n'a finalement pas réussi, puisque certains pays avaient déjà commencé à envoyer leurs hommes, mais c'est en ce moment il y a eu le coup d'État et il y a eu la mésentente avec la France, et ce truc-là est tombé par terre. Mais la France a toujours dit une chose qui est quand même vraie: nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Au sommet de Pau, moi, ça m'avait fait très mal parce qu'on a un peu convoqué nos présidents, c'est comme ça qu'il faut Oui. l'appeler. Et on leur a dit carrément, allez dire à vos populations que c'est vous qui avez demandé à la France de venir. Sur ce plan, il faut qu'on accepte les choses comme elles sont. Ce sont nos présidents, ce sont nos autorités qui ont demandé à la Demander. France de venir. Maintenant, quand la France vient, la France a l'agenda sur lequel vous l'appelez, mais avec tout ce qu'elle va dépenser, elle a son propre agenda également pour des raisons géopolitiques, pour des raisons d'intérêt par rapport au Sahel et ce que le Sahel contient comme ressources naturelles, etc. Des raisons de positionnement sur le plan militaire, etc. Bon, la France vient avec tout ça. La France ne vient pas seulement en disant je vais venir soutenir le Mali, par exemple, le Burkina ou bien le Niger, parce que c'est le Mali, le Burkina ou le Niger. On ne connaît pas dans la politique étrangère française, si je peux l'appeler ainsi, cette générosité de la part de la France. Et ce sont les Français eux-mêmes qui nous disent le contraire.
Quand ils viennent quelque part, c'est pour des intérêts, ce n'est pas pour de l'amitié. En ce qui concerne le déploiement de la force française au Sahel, ça s'est fait aussi graduellement. Les effectifs qui ont été augmentés au fur et à mesure, c'était pour répondre donc à quels besoins? Toujours des gouvernements locaux? En fait, il y a la question des gouvernements locaux, mais la France avait une politique qui consistait à dire cette façon de vouloir lutter Oui. contre des groupes qui se trouvent dans le Sahel en le faisant État par État ne suffit pas. Il fallait penser à une lutte sur le Sahel. Barkhane, par exemple, n'était pas une opération dans un pays, bien que des éléments étaient au Mali, des éléments étaient au Niger, des éléments étaient également au Tchad. Et justement, est-ce que la création du G5 Sahel, par exemple, aussi renforcé cette présence française au Sahel? Le G5 Sahel était une stratégie de la France, puisque avec Serval, la France était sur le terrain pour se battre contre les groupes armés terroristes. Et ça a produit le résultat qu'on connaît. Bon, Macron est allé trop loin en disant que si ce n'était pas Serval, ces pays n'allaient pas exister. Ce n'est pas quand même vrai jusqu'à ce point. C'est vrai que la France a joué un rôle en stoppant cette avancée des groupes armés terroristes au niveau du Mali en particulier, à partir de Sévaré. Ça, c'est une donnée historique, il faut le reconnaître, cela, ils l'ont fait. Mais la France avait sa propre stratégie par rapport au Sahel. Et c'est ça qu'il faut dire clairement. Rappelez-vous, quand on leur a demandé de quitter le Mali, ils ont dit clairement, on quitte le Mali, mais on ne quitte pas le Sahel. Le Sahel. C'était très clair. Mais le Mali n'est pas seulement le Sahel, il y a le Niger, il y a le Tchad, etc. Donc, ils se sont retrouvés dans d'autres endroits. Mais les choses sont venues, j'allais dire, de surprise en surprise pour la France. On vous dit de quitter le Mali. Ensuite, c'est au Burkina, on vous demande de quitter. Aujourd'hui, c'est au Niger qu'on vous demande de quitter. Mais il ne reste plus grand-chose dans le Sahel. Quand vous enlevez le Mali, le Burkina, le Niger, c'est le Tchad qui reste, alors qu'au Tchad, il y a déjà des forces qui sont là-bas. Ces 1500 ne risquent pas d'aller renforcer encore la présence des Français au Tchad, alors que si vous demandez aux populations tchadiennes également qu'est-ce que vous pensez, je ne crois pas que les populations tchadiennes vont recevoir l'armée française en applaudissant. Donc même au niveau du Tchad, où il y a encore ces forces françaises, les populations ne sont pas du tout dans le sens de dire nous en avons besoin, même si les autorités, elles plutôt, le disent. Et au Niger, à ce stade, ni le nombre de soldats concernés par ces demandes, ni les modalités de ce départ n'ont été officiellement décidées par les deux parties, Paris ou Niamey, mais le principe est acquis. Le principe est acquis. C'est devenu compliqué parce que la France, même quand vous regardez l'information comme on l'a donnée, des militaires français parlent avec des militaires nigériens, mais l'État français ne parle pas avec l'État nigérien. Paris a été en tout cas précis sur la question. Oui. Les discussions ne concernent que ce dossier de militaires à dépôt. Oui, les discussions sont faites avec l'état-major qui se trouve au niveau du Tchad. Oui. C'est pourquoi j'ai dit des militaires parlent. En fait, c'est ce que je disais au départ. Pourquoi avoir été jusqu'au boutiste dès le départ? Parce que c'est la conséquence de ce jusqu'au boutisme-là. En ne voulant pas, en politique, le réalisme politique, quand un coup d'État s'installe et qu'on se rend compte que le coup d'État est devenu effectif, mais on prend acte. C'est comme ça que ça se fait. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à dire non. C'est comme ce qui se passe dans nos élections, que ça soit truqué, que ça soit volé ou quoi que ce soit. À un certain moment, on ne félicite pas la personne parce qu'on ne croit pas véritablement à sa victoire, mais on prend acte. Parce qu'à un certain moment, il faut reconnaître les réalités qui sont sur le terrain. Et la position de la France, c'est qu'elle rejette la légitimité de la junte au pouvoir. Oui, mais en ce moment, avec qui la France va négocier pour que ces militaires quittent le Niger? Quand les militaires vont devoir quitter le Niger avec du matériel, à part un certain nombre de matériels volants qui peuvent partir comme c'est un avion, mais les camions, les conteneurs, le matériel militaire qui est là-bas, quand ils vont traverser le Niger, qui va les sécuriser? C'est la France qui va sécuriser elle-même? Mais non. C'est le Niger qui va sécuriser. Quand ils venaient, c'était ça. Les Nigériens étaient là également pour sécuriser la présence française, puisque c'est l'État nigérien qui l'avait demandé. Maintenant, l'État nigérien avec lequel la France veut discuter, cet État est où? Bon, c'est vrai, on entend le ministre des Affaires étrangères parler, on entend un certain nombre de personnes parler, mais quand on dit l'État, pour prendre la définition juridique, c'est un territoire, c'est un gouvernement, etc. Si on prend cette définition, bon, ce qu'ils ont actuellement, il va être difficile de l'appeler État. Je crois que la France commence à faire preuve de réalisme
Le Niger également commence à faire preuve de réalisme parce que les Français ne peuvent pas quitter du jour au lendemain et il faut même éviter un piège qui va être tendu aux Nigériens sous la forme d'une provocation qui peut déclencher un affrontement qui ne servira ni à la France ni au Niger. Parce que depuis le coup d'État, les relations entre la France et le Niger ne sont pas au beau fixe. Mais elles sont très loin d'être au beau fixe. Non seulement elles sont très loin d'être au beau fixe, vous avez des échanges aigre-doux entre les deux. C'est comme si on met de l'huile sur le feu au lieu d'essayer de trouver une solution. Si les Nigériens ne veulent pas que les Français restent au Niger, mais je ne vois pas par où la France va passer pour que ses militaires restent au Niger. Quel que soit Alpha, ils vont partir. Mais comme on en est là-bas, il faut discuter sur comment ils vont partir, par où ils vont passer, sécuriser leur passage pour éviter que les populations qui étaient contre la présence ne fassent une manifestation qui puisse créer des problèmes inutiles, puisqu'ils vont partir, qu'on les laisse partir tranquillement. C'est ce qui est mieux aussi bien pour le Niger que pour la France. Mais quand on se met avec les invectives, vous chauffez les populations, après vous ne savez pas d'où sortira une provocation et vous ne saurez également pas qu'est-ce que cette provocation peut entraîner. La France refuse aussi le retour à Paris de son ambassadeur, Sylvain Été, et réclame le retour au pouvoir du président Bazoum, l'ex-président qui est constamment en contact avec le président français, Emmanuel Macron. Si Bazoum est en contact avec l'extérieur, c'est parce que en fait, c'est la nouvelle forme de coup d'État, comme j'ai dit. C'est parce que la junte qui a pris le pouvoir au Niger le laisse communiquer. S'ils veulent mettre fin à la communication, ce n'est pas compliqué. On lui retire son téléphone et puis c'est terminé. Donc s'il est en train de communiquer jusqu'à présent, quelque part, c'est que le pouvoir militaire en place ne se sent pas gêné par cette communication qui est là par rapport à l'extérieur. Et bon, c'est une bonne image également pour eux. Ça montre qu'il n'est pas autant séquestré que les gens ne le disent, puisqu'il parvient à discuter avec quelqu'un qui est considéré actuellement plutôt comme un adversaire, la France. Pour le cas de l'ambassadeur, c'est toujours cet extrémisme qui crée ça. Mais quoi qu'on dise, ce qu'on appelle persona non grata, c'est en fait une solution qui permet à un État qui veut que quelqu'un quitte son territoire, oblige la personne à quitter son territoire sans avoir à donner une quelconque explication. C'est ça, persona non grata. L'État n'est pas tenu de dire à cause de. Non. Quand on me déclare persona non grata dans un pays, on me dit tu as 24 heures, tu as 48 heures ou bien tu as 72 heures. Tout ce que je dois faire, c'est dans ce délai, préparer mes affaires et puis quitter le pays. Maintenant, qu'on soit ambassadeur ou pas, persona non grata, c'est persona non grata. Maintenant, c'est le contexte qui fait que la France avait dit je ne reconnais pas. C'est ça que j'appelle les positions extrêmes. Le régime qui est sur place. Mais si vous ne reconnaissez pas ceux qui ont fait le coup d'État, s'ils décident une chose, vous ne reconnaissez pas ce qu'ils décident, mais bon, même votre ambassadeur, quand il va rester, bon, il va collaborer avec qui? Avec Bazoum, peut-être c'est au téléphone qu'ils vont parler. Si on ne te reconnaît pas, tu ne peux pas quitter l'ambassade, tu es enfermé toi-même à l'intérieur de l'ambassade. Bon, à part, j'allais dire, une façon de créer des problèmes, de faire de la provocation, je ne vois pas qu'est-ce que ça apporte à la France de dire que mon ambassadeur va rester dans un pays où on n'en veut pas. Et pour revenir sur les soldats français, l'opération Barkhane, Mamadou Diouf, c'est la plus longue opération militaire extérieure française depuis la fin de la guerre de l'Algérie. Mais tout à fait, puisque il faut dire que bon, quand on dit longue, ce n'était pas prévu pour que ça soit aussi long. Aussi long. Il faut le dire clairement, c'est pourquoi quand vous regardez, les appellations même ont eu tendance à changer, puisque les objectifs n'étaient plus les mêmes. Serval, comme j'ai dit, c'était venir au Mali, descendre sur le terrain, combattre les groupes armés terroristes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Barkhane, c'était plutôt une contribution où les Français n'étaient pas sur le terrain. C'est les militaires maliens, en principe, qui devaient être sur le terrain avec, on a parlé tout à l'heure des G5 Sahel, etc. Mais eux, ils apportaient un appui aérien. Ils travaillaient plutôt au ciblage qui consistait à éliminer les têtes de pont de ces groupes armés terroristes. Ce qu'ils ont fait également avec un certain nombre parmi eux, Drougdel, comment il s'appelle encore, j'oublie le nom des autres.
Finalement, après c'est devenu Takuba, puisque la France disait non, nous on peut intervenir, on n'occupe pas l'espace. Quand on finit d'intervenir, c'est aux États eux-mêmes d'occuper l'espace qui a été libéré. Et le G5 Sahel intervenait un peu dans ce sens, amener ses troupes qui allaient pouvoir se battre sur le terrain, ce que la France ne voulait plus faire, et qui allaient pouvoir également sécuriser des zones qui ont été libérées. Parce qu'avec ces groupes armés qui sont très mobiles, vous faites le combat, ils s'en vont, mais puisque vous ne pouvez pas rester, mais quand vous partez, ils reviennent, ils occupent à nouveau l'espace que vous avez laissé si vous ne les avez pas éliminés pendant le combat. Et ça a rendu la tâche extrêmement difficile, pas seulement à la France, mais à tous nos pays qui sont en train de se battre contre ces groupes armés terroristes. Et depuis ce coup d'État au Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée se forment en bloc. Dans la lutte, dans des stratégies de lutte contre le terrorisme, le G5 Sahel devient quoi dans ces situations aussi de désaccord avec la CEDEAO? Non, le G5 Sahel, le nord-est, mais il n'y a plus de G5 Sahel puisque le Mali était parti, il restait En 4. termes opérationnels? Non, il n'y a presque plus rien de G5 Sahel. D'abord, le G5 Sahel n'a jamais été véritablement opérationnel. Puisque d'un point de vue matériel et tout, bon, il y avait eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Et ça, c'est depuis le président Issoufou qui s'est beaucoup battu pour que la communauté internationale accepte d'appuyer le G5 Sahel. Ils se sont même battus pour que l'ONU accepte de cautionner le G5 Sahel, à défaut de le financer, ce qui n'avait pas encore été obtenu, jusqu'à ce que le Mali décide de quitter le G5 Sahel après le coup d'État, puisque c'est eux qui devaient présider. Et comme ils étaient suspendus de la CEDEAO, de l'Union africaine, on a considéré qu'ils ne peuvent pas présider le G5 Sahel. Quand le Mali a quitté, la base, c'était le Mali. Ça posait déjà un problème. Il y a eu le Tchad qui a tout fait pour que le Mali revienne. Le Mali n'est pas revenu. Entre-temps, il y a eu un coup d'État également au niveau du Burkina. Finalement, il y en a eu au niveau du Niger. Bon, le G5 Sahel, finalement, ça devient quoi? Sauf si eux, maintenant, ils se mettent à reconstituer le G5 Sahel. Mais la base sur laquelle le G5 Sahel avait été reconstruite est partie. Et la France était très intéressée par ce G5 Sahel qui lui permettait d'éviter d'avoir un très grand nombre de personnes qui vont mourir. Parce que c'était ça aussi le G5 Sahel. Quand le G5 Sahel n'a pas pu régler le problème, rappelez-vous, avant la mort de l'ancien président tchadien. Justement, le G5 Sahel s'est fragilisé, peut-être aussi avec le départ de ses pères fondateurs? Pas le départ de ses pères fondateurs. On n'a pas réussi à le mettre en place véritablement, le G5 Sahel. Il n'a pas pu jouer son rôle. Ce que je disais tout de suite, à un certain moment, la France a fait appel directement à l'ancien président tchadien, Idriss Déby, pour lui demander d'envoyer 2000 hommes au niveau de la zone des 3 frontières, ce qu'il a fait un peu avant sa mort. Parce que c'était aussi le rôle du G5 Sahel, mais le G5 Sahel n'ayant pas joué son rôle, la France s'est adressée directement à un pays. Et depuis, la situation sécuritaire est restée toujours préoccupante dans le Sahel, notamment dans la zone des 3 frontières. Tout à fait, la situation est préoccupante, mais bon, avec 3 régimes militaires qui aujourd'hui entourent cette zone, en principe, le problème devrait pouvoir être résolu. Puisque pendant longtemps, tous les analystes, tous les spécialistes de la question avaient dit que ce n'était pas logique que ces 3 pays se mettent à vouloir lutter chacun de son côté, alors qu'on connaît où se trouve le nœud du problème, alors qu'on sait que les gens traversent les frontières. Il fallait se mettre ensemble pour un combat qui leur permette, à défaut d'éliminer, mais de faire comme le Nigeria, le Cameroun, le Tchad par rapport à Boko Haram, même si on ne les a pas complètement éliminés, on n'entend plus parler de Boko Haram comme on entendait parler de Boko Haram quand chaque pays était en train, dans ses frontières, en train de combattre Boko Haram. Ben, espérons que cela va être fait, puisque dans tous ces coups d'État, on pose le problème de la sécurité, mais ils ont l'occasion de prouver que c'est véritablement la sécurité qui les a amenés à faire un coup d'État. Merci, Mamadou Diop, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour le plateau de l'invité.